Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un concept qui est assez récent, même si effectivement les sociétés qui ont développé ce type de produit, il y en a qui l'ont fait depuis plusieurs années aujourd'hui, mais c'est récent parce que euh, personnellement, j'ai travaillé sur quelques projets, pas beaucoup, mais c'est une tendance qui, à mon sens, dans les prochaines années, va prendre le dessus. Il y a une révolution qui s'est faite au niveau du marshalling. Aujourd'hui, on parle de marshalling électronique. Bien évidemment, ce n'est pas tous les constructeurs qui vont pouvoir proposer des solutions là-dessus. Donc, sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous nous suivez ou que vous suivez une vidéo sur CSC Academy, donc la société CSC Automation liée au domaine de l'automatisme au niveau du Cameroun et qui a développé et déployé plusieurs projets au niveau de l'Afrique centrale et quelques pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons pris une initiative depuis un certain temps déjà de publier dans le cadre du programme Parlons Tech des vidéos qui tournent autour des automatismes industriels, du contrôle commande, de la supervision, des tutoriels, etc. pour pouvoir permettre à tous ceux qui sont passionnés d'automatisme de pouvoir enrichir leurs connaissances et surtout pour nos clients pour qu'on puisse avoir un langage technique qui soit correct et puis qui nous permette de mieux les servir. Alors, on a déjà publié pas mal de vidéos, on a parlé de la différence entre un capteur et un transmetteur, comment choisir un transmetteur de pression, comment spécifier un transmetteur de niveau, on a parlé des normes et standards, on a présenté comment on peut programmer une régulation. Sur un automate Siemens S7500, on appelle la régulation de proportion sur automate S7500. On a fait un tutoriel assez intéressant sur le logiciel instrumentation. Et bien évidemment, on avait parlé il y a quelques temps déjà, pratiquement 5 mois, des armoires marshalling. Alors, dans le cadre de cette présentation, on ne va pas rentrer en détail dans tout ce qui, dans toutes les offres des constructeurs sur les armoires marshalling, mais on va essayer de dégrossir un peu cette problématique. Et pour le faire, il faut déjà rappeler les principes de base du marshalling classique. Donc voilà, parce que là, on va passer du marshalling classique au marshalling électronique. Donc il y a une révolution qui se fait, bien évidemment, avec des avantages qui peuvent permettre justement à tous les utilisateurs de pouvoir mieux se retrouver. À titre de rappel, on avait fait une vidéo du marshalling électronique. On avait dit par exemple que vous avez plusieurs capteurs là qui sont sur le champ, qui sont connectés à des boîtes de jonction. Donc là, en l'occurrence, j'ai par exemple le capteur PT1001A, 1001B, FT1001. Les trois capteurs sont connectés à la boîte de jonction JB001. Et j'ai un capteur PT1001C qui est connecté à la boîte JB002. Alors, une boîte de jonction, c'est quoi? C'est un coffret électrique avec un ensemble de borniers à l'intérieur qui va permettre justement de pouvoir récupérer les signaux des instruments sur le terrain. Et donc, dans le cas d'espèce, on avait par exemple dit que si on utilisait un câble 07IP09 EGFA, qui, selon le standard NF87202 des câbles d'instrumentation pour l'industrie pétrolière, signifie qu'il s'agit d'un câble de 7 paires pour laquelle chacune des paires est un conducteur d'une section 0,88 mm² avec un écran général et un feuillard armé. Donc, ça veut dire théoriquement que si vous avez un transmetteur qui a besoin de 2 fils pour transmettre son signal à un système de contrôle commande, à un PLC, un automate programmeur industriel, avec un câble de 7 paires, vous avez la possibilité d'accommoder jusqu'à 7 transmetteurs. Et donc, quand on prend la boîte JB001, on voit qu'on a 3 transmetteurs qui sont câblés sur cette boîte. Elle aura un câble, par exemple, de 0,7, comme j'ai précisé tout à l'heure, qui lui va aboutir dans une armoire qu'on appelle une armoire marshalling. Alors, dans cette armoire marshalling, le principe est simple. Chaque boîte de jonction dispose son bornier image. Donc, dans cette armoire, on a par exemple un bornier qui va de 1 à 14 parce qu'un câble de 7 paires, c'est 14 conducteurs puisqu'on parle de paires. Donc, 7 fois 2, ça fait 14. Et donc, ce n'est rien d'autre que l'image de la boîte de jonction qui est sur le champ. Et donc, on va connecter le 7 paires sur l'ensemble des 14 borniers. Des 14 bornes qui sont sur le bornier XJB001 par exemple. Et l'autre côté de l'armoire marshalling, on dispose de ce qu'on appelle
des borniers images des entrées-sorties. Donc, dans le cas des borniers images des entrées-sorties, vous avez par exemple ici en vert, ce qui est représenté en vert, c'est un automate avec des cartes d'entrée. Là, on a parlé de la carte I1, I2, I3, etc. Donc, vous voyez que il y a il y a des fils qui sont croisés parce que, par exemple, le premier transmetteur 1001A, il va aboutir sur les bornes 1, 2. Mais vous voyez que dans le cas de ce schéma-ci, il est plutôt associé au FTA, qui est le bornier image de la carte I2. Il est associé plutôt à l'entrée, donc 1, 2, 3, à la quatrième entrée, qui est sur la carte FTA I02. Et donc, on n'a pas forcément une association d'une carte à un bornier, mais un bornier image peut être associé à plusieurs cartes. Donc, dans le cas d'espèce, par exemple, on a le troisième instrument qui est connecté ici, qui est associé à la première carte d'entrée analogique. Et le premier instrument qui est associé à la deuxième carte d'entrée analogique sur la quatrième voie. Donc, le fait qu'on ait un câblage croisé ici, c'est-à-dire que le câblage entre les borniers images des boîtes de jonction et le bornier image des entrées-sorties signifie tout simplement que ce câblage en anglais est appelé cross-wiring. Voilà, c'est un rappel. Je vous invite à voir la vidéo qu'on a fait sur les marches en ligne, les armes marches en ligne. Donc, ça, c'était la conception des marches en ligne traditionnelles. Bon, je dis c'était, c'est sur ce principe qu'est basée la conception des armoires en marche en ligne traditionnelles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de projets pour lesquels nous-mêmes on a travaillé. On continue d'utiliser ces principes. Que signifie marche en ligne traditionnelle? Quelles sont les contraintes? Déjà, les contraintes, c'est que pour dimensionner ou bien pour designer une armoire marche en ligne, vous devez avoir une idée précise ici de tous les regroupements des instruments par boîte de jonction. Ça veut dire que vous avez la boîte de jonction définie de marche en ligne A. Grosso modo, si vos boîtes de jonction associées à une armoire marche en ligne nécessitent, je dis n'importe quoi, 32 cartes d'entrée, disons 10 cartes d'entrée-sortie, vous aurez dans votre armoire au moins 10 images, 10 cartes, 10 FTA, et vous aurez dans vos borniers. Et donc, les borniers à définir dans ces armoires ici dépendent de ce qui est prévu côté champ. Malheureusement, cette approche demande que, lors de la conception, en début de projet, que vous alliez vite sur la répartition des instruments par boîte de jonction. Donc, il faut savoir à peu près, dans cette zone-ci, j'aurai tel nombre d'instruments. Ça veut dire que je peux, par exemple, mettre 2 boîtes de jonction, etc. Sans compter qu'il y a des contraintes, par exemple, quand vous avez des instruments qui sont sur la même mesure. Dans le cas, par exemple, des fonctions de sécurité, pour avoir un voting 2/3, ça veut dire que vous avez 3 capteurs qui mesurent la même information. Dans le cas d'espèce, on peut par exemple penser que le PT1001A, 1001B, 1001C, ils sont situés sur le même équipement, ils mesurent la même pression. Et donc, on ne peut pas les associer à la même boîte de jonction selon les règles de l'art, hein, parce que si vous le faites et que ce câble se coupe, vous perdez toutes les mesures qui viennent justement de cet équipement-là. Et donc, c'est pas intéressant, il faut faire variation. Donc, il y a quand même un préalable au début de la conception et qui peut impacter les délais de réalisation, etc. Vous ne pouvez pas commencer à câbler cette armoire si vous n'êtes pas clair sur la répartition côté champ, etc. Et c'est à ce niveau, c'est assez exactement à ce problème-là que le marchanding électronique vient apporter une solution. Donc, le terme de marchanding électronique, ce n'est pas un terme que moi j'ai créé. C'est un terme que j'emprunte au fabricant Emerson, qui est l'un des très grands fabricants de ces distributeurs contrôle système dans le domaine industriel. Et ils ont développé une offre qui s'appelle les IoCharm. Bien évidemment, pourquoi je commence par Emerson? Parce que c'est le pionnier, c'est la première société en fait à développer ce concept. Et puis d'autres fabricants ont suivi. Donc on va regarder dans cette vidéo les offres de Yokogawa et de ABB. Voilà. Donc Emerson, ils ont appelé cela ce concept le marshalling électronique. Marshalling électronique, on va regarder rapidement. Le but n'est pas de comprendre tout.
mais de comprendre les concepts les plus importants. Alors, dans le marchanding électronique, comment ça se présente? Vous avez ici une Charm IO card avec des charms. Donc, on a ce qu'on appelle le Charm IO Carrier. Donc, en tête là, vous avez deux modules qui sont connectés. La redondance impose. Vous avez des connecteurs pour des câbles réseau. Parce que bien évidemment, ce sont des entrées-sorties qui vont communiquer sur un bus. Vous le doutiez bien. Et on a en bas justement un ensemble de cartes qui vont venir, je peux dire de platine, hein, qui vont venir se rajouter et qui communiquent de proche en proche par un bus qui est comme un bus de fond de panier. Alors le concept, on va regarder rapidement le concept général. Dans le concept général, c'est que ici, donc vous avez le CIOC Carrier. Comme j'ai dit, c'est en fait, c'est dans cette tête-là qu'on a des modules qui gèrent l'électronique de toutes les entrées-sorties. Et maintenant, chaque platine ici, c'est une platine universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle peut recevoir un certain nombre de modules qu'on appelle les modules charm. Et chacun des modules, en fait, permet de définir la voie, la nature du signal qui est traité. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai peut-être 12 modules ici sur cette platine-ci. J'ai la possibilité de définir pour chacune des 12 voies le type. Est-ce que c'est une entrée TOR? Est-ce que c'est une sortie TOR? Est-ce que c'est une entrée analogique? Est-ce que c'est une sortie analogique? C'est moi qui définis. Et quand je dis c'est moi qui définis, c'est parce que ce module charme, c'est de l'électronique, hein, c'est de l'électronique et on a là toute la partie connectique. Donc, ce module charme, il est remplaçable et il est customisable. Donc, c'est vous qui décidez que la première voie ici, je veux une entrée analogique. La deuxième voie, je veux une sortie analogique. La troisième voie, je veux une entrée TOR. La quatrième voie, je veux une sortie TOR. Donc, pour revenir ici, vous voyez que dans le cas d'espèce ici, on avait pris par exemple juste des capteurs qui sont analogiques et elle nous empêchait de mettre une vanne de régulation par exemple dans cette boîte-ci. Et dans le cas d'espèce, en venant ici sur ce bornier, on aurait eu besoin dans cette armoire d'une carte image de sortie analogique qui devait aussi être connectée à certains bornes sur le FTA. Mais maintenant, le marchanding électronique, il vient genre justement supprimer ce cross-wiring. On n'a plus besoin de ça. On a besoin juste d'une platine sur laquelle les câbles du champ vont directement venir se connecter. Et donc, on aura la possibilité de sélectionner pour chacune des voies le module, le type de signal qu'on souhaiterait manipuler. Donc, voilà à peu près ce que Emerson propose. Donc, ça, c'est à ça que ressemble un module charme, hein, qui vient juste sans cliquer. Donc, c'est comme une cassette. Vous la retirez avec le connecteur orange ici. Vous avez un connecteur orange ici, un loquet qui permet justement de remplacer le module et de choisir le module à votre convenance. Donc, ça veut dire que quand vous commencez à... Et les modules, il y en a de plusieurs types. Des entrées AT 420 milli, des ZTD, des signaux thermocouple, des D INAMU, des D 24 volts, etc. Et cela signifie que vous n'avez plus besoin de connaître dans le détail, en fait, la répartition de vos instruments, parce que ça ne sert strictement à rien, puisque il suffit de savoir que dans mon usine, je dis n'importe quoi, 100 instruments globalement, et vous faites des armoires, vous savez qu'une armoire peut accommoder, une platine peut accommoder jusqu'à 12 signaux différents, et vous savez combien d'armoires vous aurez besoin. Pas besoin de connaître dans le détail au début du câblage au début du câblage, la répartition des instruments. Non, non. Vous allez simplement connaître le nombre de platines dont vous aurez besoin.
Et puis, une fois que les boîtes de jonction seront claires et tous les câbles tirés, on pourra définir aisément l'assignation de chaque module sur le FTA. Donc, ça, c'est l'offre de Emerson. Bien évidemment, ce n'est disponible que sur le système DataV. Et même sur le système DataV, il y a des contrôleurs, hein. Par exemple, ça, c'est la documentation 2024. On vous dit que vous devez être minimum en version 11.3.1 pour les contrôleurs SD+, SX et SQ, et que sur les MD+ contrôleurs, vous devez être minimum en version 14.3. Donc, il y a aussi des certifications, certains de ces modules peuvent être utilisés en zone dangereuse, etc. Donc, voilà pour l'offre du Emerson sur le marché en ligne électronique. Donc, on va attaquer l'offre de Yokogawa, hein. Yokogawa qui est aussi un constructeur Yokogawa qui est un constructeur aussi très reconnu dans tout ce qui est système de contrôle commande, les DCS. Alors, Yokogawa, en 2015, a fêté ses 40 ans. Donc, 2015, ça veut dire qu'en 2025, ils fêteront leurs 50 ans et demi-siècle. Et en 2015, ils avaient déjà revendiqué l'installation de plus de 25 000 systèmes Yokogawa installés dans le monde entier. C'est assez énorme parce que, voyez-vous, ces systèmes de contrôle-commande sont designés pour des installations assez importantes et c'est des systèmes qui sont assez onéreux, quoi. Donc, dans la version, la release 6 de 6.01 de Samsung VP, ils ont introduit ce qu'ils appellent les NIO, N pour Network, IO pour Input Output. Et le principe, on va regarder ensemble, le principe ici, bon, je vais zoomer un peu. Alors, le principe ici, c'est que vous aurez toujours votre FCU, hein, la Field Control Unit. Sauf que désormais, depuis la FCU, vous avez un bus au lieu de l'IS-Bus qui est utilisé pour les nodes classiques, qui sont en fait des châssis d'entrée-sortie. Vous aurez plutôt un NISB Bus qui est en fait un bus pour les network I/O. Et pareil que Emerson, vous avez ce qu'on appelle ici, quand Emerson appelle le Charm Carrier, Emerson l'appelle le Charm IO Carrier, dans le CI aussi. Yokogawa va l'appeler en fait ici il s'agit d'un nœud, hein. C'est un nœud, un IO node. Donc, on va regarder en détail qu'est-ce qu'il y a dans ce nœud-là. Alors, la configuration est similaire. Il faut bien évidemment de l'électronique pour gérer toutes ces entrées-sorties. Donc, ici, le langage veut qu'on l'appelle le NIU. Ça veut dire c'est un Node Interface Unit. Donc, il est là. C'est exactement, c'est ici, là. Et donc, vous avez maintenant ce qu'on appelle les IO adapteurs qui sont là. C'est aussi des cassettes, hein. C'est les cassettes qui vous permettent justement de définir réellement le type de signal. Vous avez la base plate, c'est la platine. Et vous définissez vos entrées-sorties. Donc, on vous dit il y a des limitations de point de vue mécanique que vous n'allez pas dépasser sur un node interface unit, ces unités de NIO. Voilà. Et donc, ici, le but de l'adapteur, c'est de communiquer avec la CPU, hein, pour envoyer les informations. Donc, quand on regarde de plus près une platine, vous avez la partie raccordement des signaux qui va se faire ici. Et vous avez donc la communication avec le NIU. Et les IO adapteurs sont au milieu. Donc, là, vous avez, c'est exactement, je ne vois pas beaucoup de différence avec l'offre. Et puis, en visuel, hein, c'est ça que ça ressemble, hein. C'est la même chose. Donc, l'IO adapteur, c'est ça. En fait, c'est le Charm IO. C'est l'équivalent du Charm IO. Donc, c'est ça qui vous permet de définir la nature du signal de chacune des voies sur le NIO unit. Et ça vous permet justement d'être flexible. Donc, c'est très flexible dans le design, etc.
Vous avez aussi pas mal d'adaptateurs, vous avez les Pulse Input, etc. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Voilà, ça permet de révolutionner la notion de marshalling. Et le dernier qu'on va regarder, bien évidemment, il y a aussi une offre du Foxborough pour des entrées universelles, mais là, c'est un peu différent. Donc, le dernier qu'on va regarder ici, c'est du ABB. Sur l'image, on regarde déjà, vous voyez, c'est pratiquement la même chose, hein. Ici, j'ai une platine sur laquelle on a des bornes du côté gauche. Et j'ai des modules là qui sont, vous voyez, c'est compté de 1 à 16. Et vous voyez que sur chacun des modules, j'ai le type de signal. Par exemple, ici, les 1, 2, 3, 4 premiers modules, c'est bien écrit DI 24 volts. Donc, on se doute bien que ce sont des entrées, sont des signaux 24 qui sont attendus là. Ensuite, j'ai des signaux TOR. Ensuite, j'ai des signaux d'entrée analogique 420 milli, des sorties analogiques, etc. Donc, ça, c'est l'offre de ABB. C'est l'offre de ABB qu'ils appellent le Select IO. Donc, le Select IO, pareil, hein, vous aurez une tête de station qui va permettre d'avoir de l'électronique pour pouvoir remonter tous les signaux. Donc, c'est ça ici, hein, c'est une communication en Fibus. Et il y a des connecteurs là, des ports, exactement comme sur des TAV. Ensuite, vous aurez des modules génériques, hein, les Generic IO modules, available as single or redundant dans le cas de la redondance. Vous avez aussi ce qu'ils appellent les Signal Conditioning Modules, qui ne sont rien d'autre que les Charm IO côté Emerson. Donc, ce sont ces petits modules ici qui vont justement se remplacer à la demande, hein, à la demande. Donc, c'est à la demande. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. C'est comme des cassettes et ceux qui vont venir s'en ficher pour définir la nature de chaque signal. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Bien évidemment, il y aura des règles aussi. Dans les modules, on trouve presque de tout, des entrées analogiques, 420 milli, 0,20 milli. On a des modules standards, des entrées thermocouple, sorties analogiques, etc. Donc, voilà globalement ce que j'avais à présenter. Le machining électronique, vraiment, il révolutionne les méthodologies de conception avec les limitations qu'impose le machining traditionnel. Après, moi, personnellement, sur des projets de taille assez simplifiée, je ne vais pas trop forcer pour mettre du machining électronique, mais je reconnais que sur des projets d'une certaine taille, il a justement sa carte à jouer dans la mesure où en ingénierie, vous pouvez aller très vite parce que ce qui vous intéresse à ce moment, c'est le nombre de platines à installer par mois et non comment est-ce que les signaux vont être, puisque les signaux sont à la demande, c'est vous qui choisissez pour chaque voie sur le Marshall Termination Unit ou bien la platine, peu importe comment vous l'appelez, sur le fabricant, c'est vous qui choisissez pour chaque voie la nature du signal. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une fois de plus, le contenu sur cette chaîne est gratuit. La seule chose qui vous est demandé, c'est de vous abonner, de partager massivement. Si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder, mettez-le en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.